De retour dans l'Africa Newsroom, Mohamed Traoré, Jemal Taleb et Gracien Roukindi-Kiza, nos éditorialistes sont toujours avec nous. Et puis, suite de l'affaire Chebeya, à l'issue du procès en appel, un policier a été condamné à 15 ans de prison pour l'assassinat du défenseur des droits de l'homme Floribert Chebeya et de son chauffeur Fidel Bazana, un assassinat qui s'est produit en juin 2010. 4 autres accusés ont été acquittés. Les avocats des parties civiles ont annoncé ce pourvoir en cassation. Paul de Singwe. Les familles des victimes réclamaient une peine plus lourde. Il n'en sera rien, du moins en appel. La cour d'appel de Kinshasa a rendu son verdict ce jeudi 17 septembre dans l'affaire Floribert Chebeya et Fidel Bazana. La justice congolaise a condamné Daniel Mukale à 15 ans de prison pour l'assassinat du défenseur des droits de l'homme et de son chauffeur en juin 2010. Les familles des victimes ont qualifié ce verdict d'incompréhensible. Elles exigent beaucoup plus. Elles parlent désormais de banalisation du crime. L'incompréhension de la famille de Fidel Bazana et de Floribert Chebeya est tout à fait compréhensible, dans la mesure où là on a comme une sorte de simulacre de procès en appel. On sait que le procureur et les parties civiles ont demandé la perpétuité. Ils n'ont pas été suivis par la haute cour militaire, qui a même allégé les peines qui avaient été requises et infligées à ces prévenus en première instance. Ça montre que la justice est instrumentalisée, qu'elle soit militaire ou civile en RD Congo, qu'on n'ose pas toucher les personnalités, qu'on fait payer les lampistes en réalité. En première instance, le juge avait reconnu Daniel Mukale coupable d'assassinat et de préméditation. Il avait alors été condamné à la peine capitale. Sa sentence a donc été réduite. Les avocats de la partie civile ont d'ores et déjà annoncé un pourvoi en cassation. Un pourvoi en cassation ne traite pas du fond, casse tout simplement le jugement. Et s'ils reviennent au tribunal de grande instance, il n'est pas certain que les nouveaux juges commis à cette affaire-là changent le verdict qui a été prononcé aujourd'hui. Donc ce serait vraiment la question de procédure tout simplement. On peut espérer qu'il y ait un rebondissement, mais je ne suis pas certain que ça puisse se passer de cette manière-là, d'autant que l'un des présumés revenus responsables justement de ces assassinats n'a jamais été entendu par la justice. J'entends là le général Numbi. Le principal accusé Daniel Mukale, le numéro 2 de la police à l'époque des faits, est le seul à être condamné en appel. Les 4 autres accusés ont été acquittés. Jemal, je me tourne vers l'homme de droit. Est-ce que, selon vous, justice a été faite dans cette affaire? C'est très difficile de donner un avis à chaud sur une situation qu'on ne connaît pas beaucoup, dans une justice qu'on ne connaît pas beaucoup. Tous les observateurs sont d'accord pour dire que l'enquête a été bâclée et que les témoins principaux, notre ami Alfred Chango le dit si bien. Et donc, si l'enquête de police n'a pas été bien faite, si l'instruction par le juge n'a pas été bien faite, on aura forcément une ordonnance de renvoi qui est bâclée. Et donc, tout porte à croire que ça aurait été le cas. Est-il facile plus tard de juger, d'être sévère avec les magistrats du siège qui sont chargés de juger une affaire qu'ils ne connaissent qu'à travers un dossier qui leur a été présenté. Donc il nous est très difficile. Moi, ce que je retiens d'abord, c'est que c'est un crime choquant. C'est un crime choquant qui est perpétré contre un homme respectable, dont l'empreinte dans ce pays est fondamentalement importante. C'est d'abord la chose qui me frappe le plus. Je pense qu'on a tous été bouleversés en 2010 à entendre la mort de ce grand homme. La deuxième chose, c'est qu'elle pose de façon plus générale l'insécurité dans ce pays. Et donc, on est à l'abri de rien. Et puis, bien entendu, ça pose un problème qui se pose seul à de soi et avec beaucoup d'acuité et de réalité. C'est l'indépendance de la justice, l'efficacité de la justice, la réalité des enquêtes. Je pense que ce problème-là dépasse la République démocratique du Congo et c'est évidemment un problème très sérieux. Les réquisitions du parquet n'ont pas été suivis. C'est-à-dire que le parquet a requis la perpétuité. Les magistrats du siège ne l'ont pas suivi. La question est la suivante. C'est est-ce que les magistrats du siège ont rendu justice sur un dossier qui était bâclé au départ, ce qui explique que la
la peine est plus clémente que les réquisitions du parquet, ou alors est-ce que le parquet, qui est le représentant du pouvoir politique, donc du ministère public, a besoin de démontrer un peu plus de sévérité en sachant que c'est un procès que l'opinion nationale, locale, régionale et même mondiale attend avec beaucoup d'attention. Je n'en sais pas davantage parce qu'encore une fois, c'est très difficile de se prononcer sur un dossier dont on ne connaît pas la profondeur. Alors Gracien, il y a eu un procès, pourtant la lumière n'a pas été faite. On ne connaît toujours pas ni le motif du crime, ni même celui qui a commandité cet assassinat. On ne connaît pas les gens. Je suppose connaître les Congolais, en tout cas en parlent. Parce qu'en fait, celui qui a été assassiné, c'est quelqu'un qui n'était pas en odeur de sainteté avec le pouvoir. Critiquait beaucoup le pouvoir. Et d'ailleurs, même quand il a été assassiné, il avait été convoqué par le général Numbi, qui était le directeur de la police. Donc, cela... Qui n'a pas été entendu dans cette affaire. Qui n'a pas été entendu, justement. Donc, ça veut dire que dans cette affaire, ça devient une affaire d'État. Parce qu'en même temps, il n'y a pas eu un procès tout de suite. Les enquêtes, on sait bien comment ça a traîné, comment il y a eu beaucoup de pression. Cela veut dire qu'il y a des gens du pouvoir qui ont voulu éliminer Chebeya. Et ceux qui veulent l'éliminer essaient de protéger au moins les commanditaires qui sont à un niveau supérieur. Donc on va juger finalement les exécutants, mais tout en essayant d'alléger les peines, éventuellement amnistier, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais en tout cas pour ne pas dénoncer, pour que les gens qui sont jugés ne dénoncent pas les donneurs d'ordre, donc les commanditaires de cet assassinat. Les exactions de Boko Haram ont des conséquences multiples. Leurs attentats à travers le Nigeria ont contraint des milliers de Nigérians à fuir les foyers de tension. Parmi eux, de nombreux ont rejoint le Niger, trouvant refuge dans des camps. Leurs conditions de vie sont inquiétantes. Paul de Singwe. Ils vivent dans l'extrême précarité. Tous ont fui les exactions de la secte islamiste Boko Haram et ont trouvé refuge au sud du Niger, dans le camp d'Assaga. Là-bas, ces réfugiés nigérians, près de 150 000, manquent de tout, ou presque. Ici, c'est une situation atroce. Il y a une psychose chez ces gens qui ont été expulsés de leur village et de leur foyer par Boko Haram. C'est une crise sécuritaire très aiguë pour ces gens presque sans espoir. Abandonnés à leur propre sort, ces réfugiés dorment sous des abris de fortune. Même si par le passé, ils ont reçu quelques vivres, aujourd'hui, il n'en est rien. La situation est de plus en plus grave. Certains observateurs tirent la sonnette d'alarme. Il est important que la communauté internationale réagisse via le Bureau des Nations Unies pour les réfugiés. Il faut peut-être que cette agence puisse être dotée de moyens conséquents, et spécifiquement pour les réfugiés nigérians. Parce qu'il faut relever que les pays de la sous-région sont en situation de fragilité économique parce qu'il y a l'effort de guerre qui a été consenti et qui continue d'être consenti. Il y a les économies nationales qui sont en train de payer le lourd tribut et donc il faut une forte mobilisation financière de la part de la communauté internationale, peut-être commencer avec l'Union africaine. Depuis le début des attaques de Boko Haram, plus de 200 000 personnes ont fui vers le Cameroun, le Tchad et le Niger, notamment dans les camps de Minao, Bagasola et Assaga. Jamal, on est en pleine crise des réfugiés, crise des migrants comme on l'appelle aujourd'hui. Dans les médias, on parle beaucoup justement de ces réfugiés syriens, irakiens ou afghans qui affluent aujourd'hui vers l'Europe. On parle beaucoup moins de ces réfugiés aujourd'hui. Là, on parle de ceux qui viennent du Nigeria et ceux qui viennent du Soudan du Sud ou encore de la Centrafrique. Parce que nous parlons d'une situation dans des pays qui acceptent. C'est-à-dire que les réfugiés du Nigeria qui fuient les exactions de Boko Haram sont acceptés au Niger. Malheureusement, ils sont acceptés dans un pays qui n'a pas beaucoup de moyens. La bonne volonté y est, l'exemple de la solidarité y est incontestablement, les moyens n'y sont pas. Je ne suis pas en train de dire que les peuples d'Europe qui accueillent les réfugiés syriens et afghans font preuve de moins de solidarité. En tout cas, je parle d'Europe occidentale. Les Allemands sont un exemple absolument particulier. C'est l'Europe de l'Est, notamment la Hongrie, qui pose problème. La situation est différente, Dieu merci, au Niger, au Cameroun et dans les pays qui accueillent les réfugiés du Nigeria. D'abord, le Nigeria est un pays qui a beaucoup de moyens et il est capable de faire une situation plus générale. Mais tant que l'insécurité y est, les populations ne vont pas rester. La deuxième chose, c'est que la chaîne de solidarité est importante, mais elle est insuffisante. Et il faut que l'effort soit, Samuel Nguembock l'a dit dans le sujet, il a raison, soit continental. Il faut que les pays autour, les premiers concernés, fassent preuve d'un peu plus de moyens
et d'un peu plus de capacité à aider ceux qui souffrent. Et il faudrait qu'une bonne fois pour toutes, nous comprenions que c'est le continent africain. Donc à l'échelle de l'Union africaine, au lieu qu'elle soit simplement une organisation qui fait des sommets, qu'elle soit une organisation qui se dote, à l'image des Nations Unies, mais aussi à l'image des organisations des États américains, de plus de chaînes de solidarité, de capacité d'aider les réfugiés, de capacité de faire face à des situations humanitaires graves. Je pense que c'est une réflexion auquel les Africains ne peuvent pas échapper. Gracia, on ne peut que saluer la solidarité dont font preuve le Cameroun, le Niger ou encore le Tchad lorsqu'ils accueillent ces réfugiés nigériens. Mais la question, comme l'a très bien soulevé Gemal, c'est une question de moyens financiers. Ces pays n'ont pas les moyens d'accueillir autant de réfugiés. On parle de plus de 2 millions de personnes qui auraient fui le Nigeria depuis les exactions de Boko Haram en 2009. Oui, ces pays n'ont pas beaucoup de moyens pour le faire, pour aider ces populations. Mais moi, ce que je vois, c'est que ces gens, ces réfugiés, ne sont pas des réfugiés au sens, disons, politique et du terme. Ne fuient pas le régime du Nigeria, fuient Boko Haram. Le Nigeria, qui a beaucoup de moyens, qui produit beaucoup de pétrole, qui est devenu pratiquement la première puissance africaine, a beaucoup de moyens. On entend moins, avant de demander la solidarité à d'autres gens, on entend moins la solidarité des Nigériens. Est-ce que les Nigériens ont fait un effort? Ils ont mis une taxe, quelque chose pour, disons, aider ces gens. Ces gens, même s'ils se trouvent au Niger, sont des Nigériens. C'est au pouvoir nigérien d'aller les aider. Éventuellement, il y a d'autres régions qui ne sont pas où il n'y a pas Boko Haram, de les ramener au Nigeria, les aider dans d'autres. Ce n'est pas si compliqué. Il faut une volonté politique. Il faut vraiment que d'abord le Nigeria mette beaucoup de moyens, d'abord avant de demander aux autres. Et éventuellement, on peut parler. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a des efforts de guerre. Il y a un effort pour les réfugiés. Gemal ? L'éloignement, la solidarité du plus proche, la nécessité de fuir tout de suite et de trouver le refuge dans l'endroit le plus proche possible dépasse en général la solidarité ou en tout cas la demande qu'on peut attendre légitimement de son pays. Tu as parfaitement raison de dire que le Nigeria doit faire beaucoup plus d'efforts et je pense qu'il en fait, mais quand vous êtes réfugié dans une zone et vous avez besoin de sauver votre vie, votre peau et de fuir des exactions assez rapidement, vous allez essayer de trouver l'endroit le plus proche. L'endroit le plus proche parfois c'est l'endroit où on a un cousin, un parent, c'est l'endroit tout simplement où on est accueilli, c'est l'endroit où on essaye le plus rapidement possible. Donc le Nigeria est compliqué, c'est un État fédéral et donc traverser une zone à une autre pour aller trouver refuge dans une ville plus sécurisée dans le sud du Nigeria est très compliqué. Il est beaucoup plus facile d'aller dans les pays à côté, qui est le Niger, parce qu'on connaît quelqu'un, parce que c'est plus proche et parce qu'aussi l'éloignement. Et donc, fatalement, est-ce que ça exempte pour autant le gouvernement du Nigeria de sa responsabilité? Je n'ai pas dit ça, c'est l'instant. Mais je pense qu'on a besoin de ça. Gracia, rapidement, droit de réponse, et après on interrogera Mohamed. Tout simplement, il y a les populations, on peut les aider là où ils sont. On ne demande pas à ce que les gens fuient, restent au Nigeria. Les gens traversent la frontière, mais il faut les aider là où ils sont. Il faut les suivre avant d'aller demander. Parce que pour la mobilisation internationale, ça prend du temps. Or, ces gens ont besoin de l'aide. Et le Nigeria, d'abord, pour moi, le Nigeria doit d'abord faire l'effort principal avant vraiment de passer à une autre demande au niveau de la communauté internationale. Et on pourrait même ne pas les considérer comme des réfugiés internes, mais comme des gens déplacés, même s'ils sont déplacés à l'étranger. Très très rapidement. Le fait qu'ils quittent leur pays en allant dans un pays voisin, ça leur requiert ce statut international de réfugié qui est important pour eux que de rester dans leur pays d'origine pour pouvoir bénéficier de la protection qu'ils ont besoin. Merci Mohamed d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous Gemal. Merci Amira. Encore une fois, bonne semaine pour un début d'ANR et bien de choses à tous nos téléspectateurs. Merci à vous également Gracia. Merci Amira. Bonsoir à tous. C'est donc la fin de cette émission. Vous l'aurez compris, mais on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semaine de l'Africa Newsroom. À très vite.